candidat Yann Brossa. Oui, Yann Brossa, si vous voulez bien vous asseoir. Yann Brossa, vous êtes membre du Parti communiste français, porte-parole. Vous avez été conseiller de Paris depuis 2008. Enfin, ouais, maintenant, vous ne l'êtes plus, mais vous étiez vous êtes toujours conseiller de Paris, pardon, excusez-moi. Vous avez été chargé du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés, donc vous connaissez particulièrement bien les sujets qui nous lient aujourd'hui. Vous êtes sénateur de Paris et on a très envie de vous entendre dans le cadre de cette audition. Ce que je vous propose, c'est de passer la parole à Fabrice qui va vous poser la première question. Fabrice, on vous écoute. On applaudit Fabrice pour l'encourager. Bonjour à tous. Je m'appelle Fabrice, donc j'ai 44 ans. J'habite le même quartier populaire dans le 18e depuis tout petit. Je suis demandeur d'un logement social, demandeur d'emploi. J'ai longtemps été aidant pour ma mère, malade. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de simple, mais qui touche tout le monde ici, notre cadre de vie. Pour moi, ça tient à deux mots, logement et travail. Il y a de gros travaux de rénovation dans les immeubles, isolation, énergie. C'est bien sur le principe, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi source d'angoisse. Est-ce qu'on pourra revenir dans notre quartier pour les travaux? Est-ce que les loyers vont augmenter? Est-ce que peu à peu, on va être poussé dehors, remplacé par des gens beaucoup plus aisés? Ma première question est simple. Que comptez-vous faire pour que les habitants modestes puissent rester dans leur quartier avec des loyers et un coût de vie accessible? Que comptez-vous faire plus largement pour que les personnes les plus en difficulté puissent trouver des logements sociaux dans Paris? Comment comptez-vous mieux informer et accompagner les locataires dans l'accès au logement social, dans les échanges de logements pour que ça soit plus simple, plus humain et plus transparent? Merci beaucoup Yann Brossa. D'abord, je vous remercie beaucoup pour cette question. Plus globalement, d'ailleurs, pour l'organisation de ce débat, chère Aurélie, cher Pierre, je suis frappé par le fait que ces questions de l'exclusion, des solidarités, qui sont des questions qui pourtant concernent énormément de monde. Et quand on sait la place qu'ont ces sujets dans la vie de tas de nos concitoyennes et de nos concitoyens, c'est extrêmement utile qu'on puisse en parler. Et je vous remercie de parler du logement. Le logement, moi j'en suis profondément convaincu et je l'ai vécu lorsque j'étais adjoint à la maire de Paris en charge du logement. C'est le premier sujet de préoccupation des Parisiennes et des Parisiens. Moi je suis fier d'une chose, c'est d'avoir contribué à doubler la part du logement social à Paris. On est passé en 2001 de 13% de logements sociaux à 25% aujourd'hui. La question qu'on doit se poser maintenant, ça n'est pas comment on arrête de faire du logement social, c'est comment on poursuit cette dynamique-là. Comment on fait en sorte que des tas de gens qui vivent à Paris depuis des années, qui ont construit leur ville à Paris, aient la possibilité de continuer à y vivre et la possibilité de faire en sorte que leurs propres enfants puissent continuer à vivre à Paris. Et on n'y arrivera pas si on ne produit pas de logements sociaux supplémentaires. Donc la première des choses, c'est de dire 40% de logements sociaux à horizon 2035. Je l'assume, 40%, et donc ça veut dire qu'il faut continuer à faire du logement social, à en faire dans tous les quartiers, y compris le vôtre que je connais bien dans le 18e arrondissement. Il faudra aussi en faire dans le 7e, dans le 16e arrondissement et dans tous ces arrondissements qui jusqu'à présent ont tout fait pour qu'on ne produise pas de logement social chez eux. Ensuite, vous posez la question de la rénovation des logements sociaux. Bien sûr qu'il faut les rénover. C'est indispensable de les rénover, parce qu'on a des logements sociaux qui parfois ont vieilli. On a un parc de logements sociaux anciens. Et nous avons d'ailleurs pris la décision d'en rénover 5000 par an. Il faut continuer à les rénover. Parce que quand on les rénove, on fait baisser les charges, parce qu'on isole mieux les bâtiments. Et vous avez raison aussi de le dire, il faut que les gens qui vivaient dans ces logements puissent continuer à y habiter. Et donc, je le dis très clairement, j'en prends l'engagement, on va continuer à rénover du logement social, on ne virera personne de ces logements sociaux. Au passage, j'en profite pour le signaler, nous avons décidé pour 2026 de bloquer les loyers du parc social chez Paris Habitat, la RIVP et Logiciamp, c'est-à-dire qu'en 2026, il n'y aura pas une seule augmentation de loyer dans les 225 000 logements sociaux qui dépendent de la ville de Paris. C'est un engagement pour 2026 et je pense qu'il faudra le poursuivre parce que dans un contexte de difficulté de pouvoir d'achat, c'est essentiel. Maintenant, je vous propose de passer la parole à Abdoulaye. Merci Fabrice pour votre question. Bonjour à tout le monde. Abdoulaye de la part de CSP 75. Coordination des sans-papiers Paris 75. Donc voilà, si je suis là aujourd'hui, je suis là pour évoquer notre situation. Non seulement notre situation, mais la situation de celles et ceux qui sont parmi nous, derrière, devant et partout. Parce que le logement, on ne peut pas parler d'avancement sans parler de logement. En ce qui concerne les logements sociaux, si
on regarde ce qui se passe dessus. Moi-même, je suis victime de cela. Je travaille, je gagne ma vie. Auparavant, je courais la préfecture de police parce que je n'avais pas de papier en tant qu'étranger. Et là, c'est ma régularisation il y a de cela des années. J'ai cumulé tous les documents nécessaires pour avoir un logement social, mais toujours ça traîne. Ceci étant dit, les dépôts, la plupart, on peut dire, c'est sous les tiroirs, parce que c'est des milliers et des milliers de personnes qui demandent. Et en retour, il n'y a pas de réponse. Donc si je suis là aujourd'hui, j'ai envie qu'on m'explique cette situation. Si on se focalise sur ce qui se passe, par exemple, derrière Stalingrad, sous les ponts, c'est inhumain. On n'arrive pas à comprendre. Et aujourd'hui, on est là. Demain, c'est quoi? C'est les élections. Vous êtes là devant nous, devant le public, pour la conquête d'être maire. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous posez sur la table pour nous expliquer? Il y a plusieurs choses dans votre question. Je vais essayer d'y répondre. D'abord, on est Paris. Et Paris, je voudrais le dire sans vouloir être prétentieux, mais Paris, c'est pas n'importe quelle ville. D'abord, c'est une ville capitale. C'est une ville qui est reconnue dans le monde entier. Et j'en suis convaincu, c'est une ville qui a une responsabilité particulière. On voit bien le monde dans lequel on évolue. On a Trump aux États-Unis, on a Meloni en Italie, on a Orban en Hongrie. On voit bien ce qui monte partout à travers le monde. Ce sont des idéologies réactionnaires. Des idéologies qui visent à faire en sorte qu'on se monte les uns contre les autres. Des gens qui veulent en permanence instiller le venin de la haine et de la division entre nous. Et je pense que dans un contexte comme celui-là, qui est un contexte très périlleux, on voit bien qu'on l'a échappé de peu aux dernières élections législatives, à une victoire de l'extrême droite. On voit bien aussi, et singulièrement ces derniers jours, l'union des droites, c'est-à-dire une droite qu'on appelait dans le temps républicaine, qui aujourd'hui est prête à s'allier avec l'extrême droite. Tout ça est extrêmement dangereux. Et dans un contexte comme celui-là, Paris, moi je l'assume parfaitement, a une responsabilité particulière. A fortiori, Paris parce que chez nous, un quart de la population est née à l'étranger. Et donc on sait ce que signifierait une victoire de l'extrême droite. Et donc on doit continuer à avoir une municipalité qui reste ancrée sur ces valeurs-là, ces valeurs humaines, et ne certainement pas céder au vent dominant. Donc c'est la première chose. Sur l'hébergement d'urgence, on a une difficulté supplémentaire. C'est la question de la régularisation des personnes sans papier. Tant qu'une personne est en situation irrégulière, elle n'a pas la possibilité de quitter son centre d'hébergement pour avoir accès à un logement social, puisque la première pièce qu'on vous demande pour déposer un logement, pour déposer une demande de logement social, ce sont des papiers. C'est-à-dire qu'une personne sans papier, elle est condamnée à vivre soit dans la rue, soit en centre d'hébergement. Eh bien, nous le disons aussi, on aurait besoin enfin d'avoir une vague de régularisation qui, y compris, nous permettrait de créer de la fluidité dans nos centres d'hébergement et de faire en sorte que les personnes concernées aient enfin accès à un logement social. Et on ne s'en sortira qu'en créant du logement social, davantage de logement social dans les arrondissements qui n'en comptent quasiment pas. Je vous le dis, j'ai en tête une parcelle qui a été achetée, rendez-vous compte, en 2005, c'était il y a 20 ans, par un bailleur social dans le 7e arrondissement, boulevard de la Tour-Maubourg, à l'angle du boulevard de la Tour-Maubourg et de la rue Saint-Dominique. La maire du 7e arrondissement, depuis 20 ans, elle s'oppose à ce que sur cette parcelle, on fasse du logement social. Et dans le même temps, vous avez des gens qui dorment dehors, des gens qui sont en difficulté, des gens qui galèrent. Ça n'est pas normal. Merci beaucoup Yann Brossard. Nolwenn, on applaudit Nolwenn. On l'encourage. Merci Nolwenn. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Nolwenn. J'ai été placée 14 ans à l'aide sociale à l'enfance. Pendant mon enfance et mon adolescence, j'ai été victime de toute forme de violence, psychique, physique et sexuelle, de la part de mes géniteurs et de leur famille. Au nom du maintien des liens familiaux, malgré les violences connues des services, j'étais renvoyée un week-end sur 2 dans ce milieu. Les choses se seraient peut-être passées autrement si j'avais eu un avocat, quelqu'un pour défendre mes intérêts d'enfant. C'est pour cela que la proposition de loi rendant obligatoire la présence d'un avocat pour les enfants protégés est à mes yeux essentielle. Elle permet enfin de placer l'intérêt de l'enfant avant les désirs des parents. Mais si je prends la parole aujourd'hui, c'est surtout pour vous parler de l'après, de ce qui se passe quand on sort de la protection de l'enfance, quand on se retrouve seul face à ces traumatismes. Quand je suis sortie du système, j'ai pris conscience que ce que j'avais vécu n'était pas normal.
que mes troubles de l'attachement, mon immense manque de confiance en moi et en les autres n'étaient pas un défaut de caractère, mais la conséquence directe de mon histoire. À 20 ans, j'ai décidé d'aller voir une psychologue. Après la première séance, elle m'a expliqué qu'au vu de mes traumatismes, il faudrait se voir 1 fois par semaine. La séance coûte 50 €, cela fait 200 € par mois, je n'avais pas cette somme-là. On pourrait me répondre maintenant qu'il existe le dispositif Mon Parcours Psy. Mais ce dispositif impose de choisir un ou une professionnelle sur une liste, qui n'est pas forcément spécialisée dans les traumatismes liés aux violences et à la protection de l'enfance. Tout au long de mon récit, la psychologue se contentait de me dire « Oh là là !» Je ne me suis pas sentie comprise ni en sécurité. En plus, ce dispositif ne couvre que 12 séances par an, soit 1 par mois. Autant dire que ce n'est pas avec ça que l'on peut se construire quand on a traversé de nombreuses violences. Je fais aujourd'hui partie de l'association de Repères, une association d'anciens enfants placés qui accompagne les jeunes sortant de ce système. Ces jeunes se retrouvent souvent totalement détruits, terriblement seuls, sans aucun filet de sécurité. Je rêverais pouvoir leur dire « Tu peux aller voir un professionnel formé gratuitement aussi longtemps que tu en as besoin pour t'aider à construire dans ta vie d'adulte. » Alors voilà mes questions que je veux vous poser. À vous qui êtes candidat à la mairie de Paris, concrètement, si vous êtes élu, que pensez-vous mettre en place pour la santé mentale des personnes détruites par leur famille, leurs proches et parfois même par le système de protection censé les protéger ? D'abord, un grand merci pour votre témoignage, pour ce que vous avez dit. Et je pense que l'émotion qui était la vôtre était largement partagée à la fois dans la salle et sur la scène. Je trouve fou qu'on puisse rationner l'accès à des soins psychiques pour des gens qui en ont besoin. Vous avez fait un peu plus que poser une question et faire un témoignage. Vous avez fait des propositions d'une certaine manière, en disant il faut qu'on puisse avoir accès à des soins psychiques sans être rationné, des soins qui doivent pouvoir être gratuits, ça me paraît être du bon sens. Et donc, je prends l'engagement qu'on puisse aller, bien sûr, dans ce sens-là. Et je pense d'ailleurs quand même que sur un sujet comme celui-là, on pourrait peut-être avoir une forme de consensus parmi les candidats. En tout cas, merci d'en avoir fait la proposition et je la fais mienne, si vous me permettez. Peut-être que vous en parlerez avec d'autres candidats. Mais il y a une chose qui ne va pas à Paris et sur laquelle, à mon sens, on a vraiment besoin de progresser en matière de protection de l'enfance. C'est les fameux jeunes considérés comme majeurs en première instance qui sont en recours et qui nourrissent les campements qu'on voit grossir de mois en mois et d'année en année. Les réponses que nous avons apportées jusqu'à présent ne sont pas satisfaisantes. Sinon, on ne se retrouverait pas avec des campements de centaines de jeunes. Et je vais vous dire une chose, je ne sais pas s'ils sont majeurs ou mineurs, en tout cas, ils sont vulnérables et à ce titre-là, ils méritent d'être mis sous protection de notre département. Et donc, je souhaite que Paris puisse être le premier département à mettre en œuvre la présomption de minorité, c'est-à-dire considérer que des jeunes qui se disent mineurs soient pris en charge comme mineurs et qu'on n'aille pas contester cela en les renvoyant vers le 115 alors qu'on sait très bien ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils finissent par se retrouver dehors. Donc c'est une proposition que je fais, que Paris puisse appliquer la présomption de minorité, que Paris, dans ce domaine-là, comme dans d'autres, soit en avance sur les autres départements, qu'elle le fasse et ça nous évitera d'avoir ces campements indignes pour les jeunes concernés. Et je pense que Paris se grandirait à faire ça. En tout cas, les réponses que nous avons apportées jusqu'à présent ne sont clairement pas au niveau et c'est un sujet sur lequel nous avons vraiment besoin de progresser. Oui, Fabrice, je crois que vous n'avez pas fini votre question tout à l'heure. Est-ce que vous voulez la poursuivre ? Je suis demandeur d'emploi. J'ai mis du temps à m'y remettre vraiment. C'est aussi parce que j'ai été aidant pour maman durant des années. Toilettes, repas, rendez-vous médicaux, nuits écourtées. Ça, beaucoup de gens le vivent ici, mais ça reste invisible. Maintenant que je peux rechercher du travail, je vois une autre difficulté. Dans mon quartier, les entreprises, les commerces ferment les uns après les autres. On voit des magasins ouvrir, puis fermer, puis être remplacés ou parfois rien du tout. Résultat, moins d'emplois sur place, moins de vie de quartier. Ma question c'est, que ferez-vous pour installer durablement une structure de retour à l'emploi dans notre quartier pour qu'on n'ait plus à traverser Paris pour trouver de l'aide ? C'est une bonne question et évidemment qu'on ne peut pas parler des questions du logement, des questions de réinsertion si on ne parle pas des enjeux de l'emploi. On a essayé de mettre en place un certain nombre de choses, notamment la mise en place de clauses sociales sur des chantiers. La réalité, c'est qu'on ne l'a pas systématisé.
Et donc je pense qu'on a besoin d'aller beaucoup plus loin que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Typiquement, moi je le vois, j'ai été longtemps adjoint au logement. Quand on est adjoint au logement, derrière, ça crée évidemment du travail, parce qu'on a des chantiers, parce qu'on a des projets qu'on développe. Est-ce qu'on permet que systématiquement, ces travaux qu'on lance profitent aux habitants du quartier dans lequel on le fait? C'est trop rarement le cas. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place, notamment le dispositif qui vise à avoir 0 chômeur dans un certain nombre de quartiers. On l'a mis en place, territoire 0 chômeur. On l'a mis en place à la Goutte d'Or. On l'a mis en place dans le 13e arrondissement. C'est un dispositif qui, évidemment, doit se faire en partenariat avec l'État, mais qui doit être généralisé à l'échelle de l'ensemble des quartiers populaires, notamment le vôtre, celui dans lequel vous habitez. Mais je voudrais insister sur un point pour finir. Si on veut créer de l'emploi, il faut aussi qu'il y ait de l'investissement. Vous savez, on nous dit parfois... Paris est très endetté. Si Paris est très endetté, c'est parce que nous avons fait... Enfin, Paris d'abord n'est pas très endetté. Paris est endetté, Paris s'est endetté, mais Paris s'est endetté pour investir en matière de logement, pour investir en matière de transformation de l'espace public. C'est aussi ce qui permet de créer de l'emploi. C'est parce que vous avez de l'investissement, parce que vous avez des projets, que vous avez de l'emploi derrière. Après, il faut évidemment veiller à ce que cet emploi profite aux habitants du quartier. Mais en tout cas, pour moi, c'est fondamental que Paris reste une ville qui se transforme, parce que c'est aussi ce qui permettra de créer de l'emploi, ce qui permettra bien sûr d'améliorer le cadre de vie, mais aussi de créer de l'emploi, de remplir le carnet de commandes des entreprises et surtout de permettre à des gens qui sont aujourd'hui éloignés de l'emploi d'en trouver un. Donc oui, bien sûr, je partage ce que vous dites et c'est un combat qu'on doit mener ensemble. Merci beaucoup Yann Brossat, merci d'avoir participé à cette grande audition des candidats à la mairie de Paris sur l'exclusion. Merci beaucoup Fabrice, merci beaucoup Abdoulaye, merci Nolwenn. Vous méritez un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup.